intéressant de faire des présentations. Moi je suis Yannick. Je suis fondateur d'EcoStep, euh, qui justement est spécialisé dans les infrastructures autonomes. On construit des infrastructures en terre crue, autonomes en eau, énergie et alimentation. Donc, on a des chantiers à Paou. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'en fait, je suis toujours dans l'univers du produit, mais plus sur une partie physique, très physique, très tangible, assez éloigné du numérique, même s'il est toujours présent et qu'il le sera toujours pour divers parties, parce que justement, ça permet de faciliter les communications. Et du coup, pour vous dire, on va commencer déjà pour parler d'un élément qui me paraît super important. Pourquoi j'en suis arrivé à vouloir faire EcoStep? Là, ce que je vous présente, c'est un diagramme qui ressort déjà d'une méthodologie. C'est une méthodologie Océan Bleu, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est. Donc, c'est une méthodologie qui permet de placer, du coup, placer sur une carte les facteurs clés de succès d'un marché. Moi, de ce que j'ai pu comprendre dans le facteur clé de succès du marché de la construction, de l'habitation, enfin de l'infrastructure, c'est qu'il y avait vraiment des notions en coût énergétique, des notions en prix par mètre carré c'est prix par mètre carré et des délais de livraison. Puis après, il y avait une dimension assez personnelle, mais du coup, moi, j'ai essayé vraiment d'orienter ça sur un élément qui va toucher ma cible, du coup aussi sur les émissions de CO2 par mètre carré habitable, qui est un sujet qui touche beaucoup plus des institutions. Donc en fait, ça permet de cartographier les différents acteurs sur votre marché à partir de, voilà, si admettons vous avez, vous, des fonctionnalités qui sont présentes et qui ne le sont pas chez certains. C'est intéressant en fait de placer les facteurs clés de succès qui découlent de vos interviews dans un graphique afin de comparer euh, quels sont vos avantages clés et aussi vos désavantages de votre solution par rapport à d'autres solutions sur le marché. Donc je trouve ça très pertinent de vous présenter déjà ça. Ça permet sur l'orchestration produit, si on va sur cette partie-là, ça permet surtout de se mettre d'accord avec le marketing pour savoir, OK, quel est le positionnement qu'on va avoir sur notre produit et pas de taper une épée dans l'eau, notamment si, admettons, vous positionnez sur une fonctionnalité hyper performante qui est sortie. Si votre concurrent est déjà connu pour ça et qu'il le fait très bien pour moins cher que vous, c'est un peu comme taper une épée dans l'eau parce que justement, en fait, ça ne sera pas forcément périn, ce positionnement de votre produit, parce qu'un concurrent fait déjà mieux sur le marché. Et en fait, vous n'allez pas pouvoir capter soit une clientèle d'un autre produit, ou soit, pas que capter la clientèle d'un autre produit, mais ou soit aussi, vous allez peut-être perdre aussi une clientèle au fur et à mesure. Vous n'allez pas vous rendre compte de pourquoi cette clientèle churn. Le churn, c'est le nombre de personnes qui se désabonnent de votre solution. Si vous avez un SaaS, notamment, c'est très utile. L'autre point qui, de manière plus simple pour revenir avant de parler vraiment au produit, c'est qu'en fait, on permet pour nous de faire des économies d'énergie, comme on fait des constructions de terre. On permet de faire des économies de 17 millions pour 3 climatiseurs sur 20 ans. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais un climatiseur nous fait consommer 5,6 millions sur 20 ans, s'il tourne seulement 4 jours sur 7. Et aussi de faire des économies sur justement les constructions en terre crue qui émettent beaucoup moins de CO2. Voilà, donc c'était un peu pour vous présenter EcoStep très rapidement, parce qu'on m'a demandé. Mais je pense que là, on va aller sur la partie qui vous intéresse un peu plus. Enfin, il y avait aussi cette partie-là, donc pour vous donner un peu une idée précise de tout ce qu'on peut faire.
toutes les parties produits. Donc, pour vous, autrement dit, pour moi, ça serait les fonctionnalités que j'apporte à mon produit, qui sont du coup des fonctionnalités de structure bioclimatique, de valorisation des déchets d'eau, et après aussi toute la partie alimentaire, autonomie alimentaire et autonomie électrique euh, autour des projets. Donc, on va parler un peu de comment le double diamant. Je ne sais pas qui en a déjà entendu parler des doubles diamants. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des donc, ok. Donc, pour ceux qui voient pas, c'est un outil qui a été utilisé pour justement permettre d'avoir un processus produit. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir d'un problème de base, d'une hypothèse que vous avez, et d'affiner, d'élargir le champ des possibles. Et ensuite, après, à la fin, lorsque vous avez vraiment fait plusieurs interviews sur un secteur, un marché donné, de définir une proposition de valeur, et enfin, après, de refaire cette partie-là en double diamant, donc d'aller plus dans la proposition de la solution, de tester des solutions, et enfin, de délivrer un produit qui apporte une réelle plus-value à votre clientèle. Donc, ça, c'est vraiment une partie qui me paraît intéressante. Mais dit autrement, moi, je suis vraiment. Ouais, il y a des questions. Vous pouvez. Ouais, oui, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. C'est toujours intéressant. Donc, pour vous dire, quand vous avez une innovation durable, pour moi, c'est vraiment, ça englobe toutes ces parties-là. Parce qu'en fait, autour du double diamant, il y a après la distribution, le revenu qui est derrière ça. Le financement qu'on va pouvoir chercher lié à des effets de levier du financement, des processus qu'on va mettre en place, et toujours au cœur, en haut de cette pyramide, qui est le plus important et que vous devez, je pense, toujours orienter, c'est le bénéfice client. C'est quelle est la valeur que mon produit apporte à ma cible de manière concrète. Est-ce que ça lui fait gagner de l'argent? Est-ce que ça lui fait gagner du temps? Est-ce que ça lui fait gagner voilà, plein de choses, quoi. C'est vraiment le plus important et c'est ce qui vaut, et c'est ce qu'on oublie souvent. Et c'est ce qui fait que des fois, il y a plusieurs entrepreneurs qui mettent, on me disait, il y a 8 entreprises sur 10, 8 startups sur 10 qui finissent en faillite pour une raison simple. Et le pire, c'est qu'elles mettent longtemps, elles mettent 48 mois pour se mettre en faillite, pour une raison très très simple. C'est que le bénéfice client n'est pas assez important, n'est pas assez performant. Et en fait, ça fait que en fait, on a du mal à avoir une innovation durable parce qu'en fait, on travaille toujours à faire du marketing, on cherche des clients, on n'a pas un produit qui en fait a un réel bénéfice apporté à long terme, où justement, c'est un peu cette problématique qui se passe là. Ou soit, donc, en gros, lorsque vous avez fait ce produit-là, il y a, pour moi, ces 4 facteurs qui englobent, qui arrivent par la suite. Et si vous foirez un des 4 qui sont autour, vous ne pouvez pas avoir d'innovation durable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire que ça fonctionne de manière pérenne. Et donc, toujours aller voir tous ces éléments-là. Et je mets un point assez précis sur vraiment aussi le processus et les productions. Processus de production, notamment lorsque vous allez avoir une équipe, si vous avez des personnes qui sont indispensables à tourner un produit, ayez-en peur. Mettez en place des process et avancez tout en n'étant pas obligé d'avoir une personne dans l'équipe. Donc ça, c'est partie très importante. Moi, ce que je voulais vous parler maintenant, ce sur quoi j'ai vraiment envie de rentrer plus dans le détail, c'est une méthodologie de travail qui permet vraiment, je pense, d'orchestrer un produit de manière assez concrète et avec des éléments tangibles. Je préfère toujours parler que de ça parce que moi, j'ai fait un master product management et j'ai vu un tas de méthodes. Et aujourd'hui, c'est vraiment la méthode que j'utilise partout, tout le temps, quand je fais un produit.
c'est la méthode du focus. Le focus, ça a été développé par une des meilleures agences de produits en France et co-construit aussi par plusieurs entreprises qui sont des licornes actuellement, que ce soit les créateurs de Blablacar, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Et en fait, cette méthode, ouais, ouais, n'hésitez pas si. Donc en gros, pour moi, cette méthode, c'est une méthode qui permet vraiment de recentrer toute une équipe sur un processus de production qui est, pour moi, est vraiment sans faille et qui est très orienté business. Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, hein, orchestrer un produit, en fait, le plus important, c'est comment on fait pour que notre produit, il apporte de plus en plus de valeur. Et déjà aussi, quand on va sortir une core feature, donc la première core feature ou la première feature ou les premières features de votre application, il faut vraiment que vous soyez sûr qu'en fait, vous allez orienter sur du business et que vous apportez de la valeur, vous l'apportez de la meilleure des manières. Et donc, c'est 7 étapes qui sont à chacune des étapes avec un livrable produit, un livrable. Et en fait, ça peut être très bien fait en une après-midi, parce qu'en fait, il suffit juste de produire les livrables. Ça peut être fait en 3 mois aussi. Ça dépend de la complexité du produit. Mais moi, j'ai déjà essayé de le faire en 3 après-midi jusqu'à arriver vraiment à la fin du framework en étant à 2. Et en fait, on y arrive. Donc, et je pense que même avec maintenant les IA dans tout ce qui est prototypage de logiciels, enfin de front, notamment de front, bah, en fait, on peut aller encore plus vite parce qu'en fait, on est vraiment sur de la vibe. Et tant que vous avez bien compris le process et le flow de l'utilisateur, qu'il veut du moins, qu'elle veut, ça devient très intéressant. Donc, à chacune des étapes, en fait, on va produire un livrable. Et à chacune des étapes, je ne sais pas si des gens connaissent le RACI. Le RACI, c'est de savoir, OK, qui va être responsable d'une étape, qui va être consulté pour une étape. À chaque fois, j'oublie les. Parce qu'il y a des gens, à chaque fois, j'oublie les derniers. Voilà, qui va être responsable d'une étape, qui va être approbateur, donc qui va dire, OK, j'approuve que cette étape est finie. Donc, on peut passer à la suite. Et donc, en fait, ça vous permet de voir ça, en fait, lorsque vous êtes avec, que ce soit une clientèle, un client, si, admettons, votre client, c'est l'approbateur, il vous dit, OK, vous avez besoin de valider des briefs avec lui. Vous avez besoin de valider des éléments. Bah, en fait, à chacune des étapes, vous pouvez vous dire, OK, mon client est mon approbateur. Je dois avoir un mail qui approuve que cette étape, que ce livrable-là me permet d'avancer. Donc, votre client peut être l'approbateur. Voilà. La personne qui réalise, voilà, donc le R, c'est la personne qui réalise. Le responsable, c'est lui qui est en charge et qui doit rendre des comptes de la finalité de cette étape-là. Donc, c'est cette personne-là. Si, admettons, il y a une personne à dire, ah, OK, qui est responsable, il y a une seule personne qui est responsable. Obligatoirement. Ne cherchez pas à faire plusieurs responsables. Autrement, vous allez avoir des effets où les gens vont se donner des yo-yo et ça ne va pas être bon. Ça va vraiment vous créer des problèmes. Ensuite, après, l'approbateur, c'est la personne qui vous permet de valider cette étape. Il y a les personnes qui sont consultées, doivent être absolument consultées. Donc, ça peut être des fois, on peut dire, les gens qu'on va consulter, ça peut être faire 10 interviews, faire 5 interviews pour avoir du feedback. Il faut ou soit aller demander aux responsables techniques, aux responsables commerciaux qui doivent être consultés. Et il y a les personnes qui sont informées, c'est-à-dire ceux, lorsque justement vous allez valider une étape, ils doivent être informés, ils doivent être tagués, comme voilà, c'est une info qu'on donne à la personne, que ce soit un mail d'information qui est envoyé pour dire voilà, on vous informe que cette étape-là a été validée, tac. Et vous pouvez automatiser ces parties-là. Ça peut être vraiment très rapide. Il ne faut pas que ça vous prenne beaucoup de temps, mais l'idée, c'est vraiment à chaque étape, juste vous posez 2 secondes et vous dites OK,
Frame, c'est E, frame, ça, c'est la partie. Donc, très important dans l'orchestration de produit d'avoir ces parties-là, pour moi, les étapes et le racine. Donc après, vous avez sûrement d'autres focus. Mais dit autrement, qu'est-ce que c'est le focus? C'est déjà la première étape, c'est vraiment s'assurer, ok, que on a défini l'ambition du projet et d'être concentré sur des métriques et des indicateurs financiers euh, ou un désir d'amélioration concrète de l'expérience utilisateur, mais toujours dans une quantification précise de quelle est l'ambition. Je veux pas savoir, ah ouais, on veut réduire le temps du parcours. Ok, non, moi je veux savoir, ok, on veut réduire de X% le temps du parcours, on veut réduire de X secondes le temps du parcours. On doit avoir des éléments quantifiables, on doit cadrer, on doit définir l'ambition du projet. À partir de ces éléments, lorsqu'on a défini l'ambition du projet, on va être toujours dans la partie d'interview et on va identifier le cas d'usage principal. Pourquoi ma cible veut utiliser? C'est quoi son problème? C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, mon produit a du sens ou la nouvelle feature que je veux sortir a du sens? Parce que si je dois la sortir, elle doit répondre à une problématique précise de mon utilisateur et elle doit y répondre totalement. Ensuite, après, lorsque vous avez identifié le problème, maintenant, c'est à vous de faire le pitch de cette solution, de cette partie-là. Donc, d'imaginer un positionnement narratif qui peut être lié à justement voilà, la feature que tout le monde, que votre cas d'usage principal, que votre utilisateur principal qui est ciblé par cette feature, va se dire waouh, j'ai toujours voulu avoir ça dans ma vie. Parce que c'est son cas d'usage principal. Ça répond à sa problématique principale qu'il a aujourd'hui sur votre produit. Ensuite, après, sur la partie, lorsque vous avez validé un positionnement narratif, maintenant, il faut définir des moments clés de l'expérience. Pas 10 moments clés, pas 5 moments clés, enfin, si 5 moments clés. En fait, ne cherchez pas à. Parce que vous faites une feature, ne perdez pas votre utilisateur dans un paquet de, 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 de fonctionnalités. Cherchez à répondre à son problème qui est le plus important pour lui et après d'y aller étape par étape. De pas construire des produits dès le début fourre-tout en disant ah ouais, on va ajouter ça, on va ajouter ci. Et vous allez vous retrouver avec 10 onglets. Il va arriver sur la plateforme et il ne va pas comprendre ce qui se passe. Souvent, c'est les grosses erreurs des CRM qui sont créées, de faire vraiment beaucoup trop de fonctionnalités d'un coup, alors que vos utilisateurs, ils n'utilisent pas la totalité. Il n'y a que certaines fonctionnalités qui les intéressent. Donc, important de définir les moments clés de l'expérience. Alors, c'est après, lorsque vous avez défini les moments clés de l'expérience, moi, je dis, ça ne sert à rien de recréer. Voler. Voler pour deux raisons. Déjà, identifier ce que font vos concurrents, parce que des fois, vos concurrents font des choses très, très bien. Et aussi, identifier des bonnes pratiques, des choses que les gens font très bien. Que ce soit, je ne sais pas, si vous voulez faire une marketplace, Amazon est considéré comme une des meilleures. Si vous voulez faire, je ne sais pas si vous avez quelqu'un un produit en tête, un secteur d'activité du moins en tête, qui peut écrire dans le chat, quel intéresse, on pourrait peut-être l'utiliser. Donc en gros, vraiment, restez concentré sur ça. Ensuite, après, sur la partie, il faut exécuter une version fonctionnelle avec les IA, tout ce qu'il y a de nouveau et tout, etc. Exécuter une version fonctionnelle. Donc, quand je dis version fonctionnelle, c'est une version qui permet de faire du test utilisateur. On ne cherche pas à lier ça à du back-end sur le début. Alors, ça serait bien de le faire pour donner une expérience complète. Mais l'idée, c'est en fait de produire comment je peux produire rapidement une version fonctionnelle pour avoir du feedback. Parce qu'il ne faut pas mettre il faut vraiment avoir du retour utilisateur le plus rapidement possible. Si vous pouvez l'avoir en une semaine, avoir du retour utilisateur sur votre feature, faites-le. Ou 2 semaines, faites-le. Il faut aller le plus rapidement possible. Il ne faut pas que vous soyez là à développer de votre côté la solution, ni à justement attendre que l'utilisateur final, après 3 mois de développement, voit enfin la version fonctionnelle
et de se dire, ah, en fait, non, c'est pas du tout ça que je voulais. Et vous avez perdu du temps, vos équipes ont développé, vos équipes ont utilisé des ressources. Il ne faut vraiment pas perdre du temps sur cette partie-là. Donc après, lorsqu'on a exécuté la version fonctionnelle, il faut évaluer la qualité de la solution. Vous définissez, au début, on a défini une ambition du projet, les métriques qui sont à l'intérieur, mais est-ce que, du coup, quand je fais l'évaluation de la qualité de la solution, est-ce que, en fait, elle est fonctionnelle? Est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que j'y réponds aux problèmes? Est-ce que j'ai atteint l'ambition que j'ai espérée au début? Tout ça, c'est très important. Et donc, dit autrement, c'est vraiment, voilà, on va aller un peu plus dans le détail. Là, je suis allé un peu vite pour essayer de vous expliquer tout ça, mais après, je vais vous donner les livrables. De toute façon, ces slides-là, je vais vous les donner. Je pense que c'est intéressant. J'essaie de vous apporter un peu de valeur. Moi, maintenant, je vais être un peu moins dans le produit, alors pas trop de problème à vous faire ce slide-là. Donc, dit autrement, il y a quelque chose qui, pour moi, est super important. Si je devais avoir 5 étapes pour aller le plus rapidement possible pour avoir votre produit, 1, réaliser des interviews, réaliser des interviews. Débloquer des verbatims. Des verbatims, c'est des phrases complètes, euh, non modifiées, que vos utilisateurs ressortent. Lorsque vous allez devoir parler du problème à, je sais pas, des investisseurs, des partenaires potentiels, tout, il faut absolument que vous ressortez des verbatims. Voilà. Si, admettons, le verbatim, c'est justement, voilà, mon problème tous les jours de ma vie me fait perdre la moitié du temps de mes journées. Ben voilà, ça c'est un verbatim qui est important et, euh, et qui en fait vaut le coup, permet de se rendre compte en fait qu'il faut le coup de résoudre ce problème-là pour changer la vie d'une personne. Et donc, lorsque vous avez fait des interviews, ce qui est aussi le plus important, c'est de comprendre les problèmes du marché sur l'ensemble de la chaîne. Donc, quand on se dit l'ensemble de la chaîne, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, en gros, n'essayez pas de comprendre, ok, de dire, ah, ouais, moi, je vais me concentrer sur lui. Concentrez-vous sur un marché. Admettons que vous tapez vous cherchez à être dans la medtech, si vous cherchez à être dans l'edtech, si vous cherchez à être dans la fintech, bah, au moment où vous voulez vous dire, ok, je veux bosser sur un produit dans la fintech, bah, il faut interviewer les acteurs de la fintech, comprendre, ok, quel est l'endroit où il y a une faille, quel est l'endroit où il y a une opportunité. C'est cette opportunité-là qui nous permet après de résoudre un problème. Et ce problème-là, le but d'un entrepreneur, le but de n'importe quelle personne qui crée des solutions, c'est d'apporter, de répondre, de solutionner un problème. Et c'est le solutionnement de ce problème-là qui va vous apporter, qui va faire que vous êtes rémunéré. Parce que vous êtes dev, on a besoin de coder, on a besoin de développer une solution. Le problème qu'il y a, bah, c'est qu'en fait, sans vous, ils ne savent pas la développer. Et la valeur que vous leur apportez, c'est après un produit sur lequel ils vont pouvoir générer de la valeur ajoutée. Et donc, lorsque vous avez défini le problème, il faut après quantifier le bénéfice potentiel smart du problème. Donc, j'ai un problème, j'ai une proposition de valeur, ok? Et j'ai un produit, ok? Donc, mon produit, il permet de dégager un bénéfice à ma cible, un bénéfice potentiel. C'est-à-dire, voilà, bah, si vous me faites gagner 5 heures, en fait, le bénéfice potentiel, 5 heures par jour, le bénéfice potentiel de votre solution, c'est de me faire gagner 5 heures par jour. Voilà. Et en fait, quand on quantifie ça, c'est 5 heures par jour. Ok, c'est 5 heures par jour, mais en gardant à l'esprit un truc très important, c'est 5 heures par jour, mais moi, c'est à 10 000 francs, 15 000 francs l'heure. Donc en fait, vous me permettez de gagner 5 fois 10 000. Donc ça fait 50 000 francs. Donc votre solution, si justement me permet de me faire gagner X temps, euh, bah, me permet un bénéfice potentiel de 50 000 francs par jour. Et donc,
Lorsque vous avez défini vous vous êtes orienté, vous dites OK. Et ça marche pour toutes les features. Lorsque, admettons, vous êtes souvent là, je pense que beaucoup de personnes ont dû avoir le truc de se dire ah, OK, ouais, on va plutôt développer ça. Moi, je pense que ça, c'est plutôt important. Vous faites pas chier. Vous faites un truc tout simple. Vous définissez le problème de la cible. Vous définissez quelle est la friction qu'elle a. Et vous définissez, OK, bah voilà toutes les features qu'on a, voilà tous les problèmes. Et voilà, si on résout cette feature-là, voilà le bénéfice potentiel. Si on résout cette feature-là, voilà le bénéfice potentiel. Et de manière très concrète, très précise, il va en ressortir des données chiffrées de quelle est la feature qui a le plus de bénéfices potentiels à être développée. Et là, avec ça, vous pouvez aller vraiment dans le détail et vous dire, ah, OK, ça, c'est la roadmap. Ça, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui est le plus insatisfait par ma cible. OK. Ça, c'est ces deux valeurs d'axe. Vous pouvez retrouver pour certains, je ne l'ai pas mis dans les stats, mais ça s'appelle la matrice Kano. N'hésitez pas à aller voir. Mais donc, en gros, lorsque vous avez fait cette partie-là, il faut après avoir une validation utilisateur du bénéfice apporté par le produit. Donc, c'est toujours en fait de se dire, vous voyez, dans la partie focus, il y a la partie decide. Euh, en fait, la partie decide, elle permet de s'assurer, OK, est-ce que si on développe cette feature, on apporte vraiment la valeur qu'on a définie au départ. Et c'est seulement votre utilisateur qui va vous le dire. Enfin, on ne veut pas savoir, voilà, on veut lui apporter de la valeur. Vous apportez de la valeur à votre utilisateur. Ensuite, après, il faut définir un élément qui me paraît super important, définir un prix. Donc, pour moi, un prix, c'est toujours un élément, j'ai toujours une seule manière de le mettre, c'est un pourcentage du bénéfice apporté par le produit. Donc, si, admettons, je vous rapporte 10 000 francs, je vous dis, OK, ma solution vous rapporte 10 000 francs. Si, admettons, mon 10 000 francs par mois, si, admettons, vous mettez un pricing à 11 000 francs ou 12 000 francs mensuels, ça ne va pas marcher. Même si vous faites du marketing à fond, à votre type, ça va être difficile de, de lui vendre ça. Notamment, il y a beaucoup de produits gadgets qui justement fonctionnent OK un temps. C'est gadget, on peut s'en passer, ça a un coût. Est-ce que ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'argent? Peut-être, peut-être pas assez par rapport à la valeur qu'il est. Mais par contre, si admettons, je vous rapporte 10 000 francs et que ça vous coûte 5 000 francs par mois, là, en fait, la valeur, elle est très claire, elle est notable. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vous coûte pas de l'argent, je vous apporte de l'argent. Utilisez mon produit, vous fait gagner 5 000 francs. Ça ne vous coûte pas 10 000 francs, ça vous fait gagner 5 000 francs. Et après, le plus important, qui est vraiment au centre de tout, il faut signer des contrats. Signer des contrats le plus rapidement possible. Il faut que vous allez prendre de l'argent à quelqu'un. Tout en étant sûr d'abord que vous avez du bénéfice à apporter par le produit. Mais allez prendre de l'argent à quelqu'un. Il faut que quelqu'un vous paye pour ce produit parce que justement, vous apportez un bénéfice. Ça, c'est la partie la plus importante. Allez faire. Donc, allez chercher votre premier client. Quoi que vous puissiez dire, si admettons, quelqu'un a sorti une fonctionnalité, enfin, une application qui a moins de fonctionnalités que la vôtre, mais qu'il a été chercher des clients en 1 mois ou 2 mois, cette personne-là a vraiment un produit qui fonctionne mieux que vous. Même si, admettons, vous avez toutes ces features, vous avez plus même, vendre, c'est toujours la partie qui me paraît, moi, je trouve toujours la partie la plus importante. Partons du principe. Si on vous dit, OK, vous êtes dans le secteur de la medtech, des maladies chroniques. Donc, ce qui va être super important, c'est vraiment, dès le départ, c'est vraiment, lorsque vous allez définir l'ambition du projet, c'est d'interviewer tous les acteurs. Peut-être qu'en fait, au début, vous allez interviewer, vous allez vous dire, OK, moi, je vais m'orienter sur les proches des personnes qui ont des maladies chroniques. Mais peut-être qu'après, vous allez vous interviewer, vous allez dire, OK, peut-être qu'en fait, ça serait peut-être mieux que j'aille directement contacter les producteurs de pharmaceutiques.
Parce qu'en fait, eux, ils ont un problème plus important. Ils doivent trouver des personnes qui écoulent le plus rapidement leurs produits. Et en fait, tout est une question en fait d'interviewer l'ensemble des acteurs parce que en fait, vous vous n'êtes pas forcément dans le bon positionnement. Vous n'avez pas forcément une vision si globale du marché. Et donc, n'hésitez pas à d'abord interviewer plusieurs acteurs différents, plusieurs typologies de personnes sur le départ. Et donc, la première chose à faire des interviews. Si on vous dit, ah, ça sert à rien les interviews, bah, moi, je suis désolé. Je pense que les interviews, c'est la chose la plus importante à faire. Faire des interviews, faire des interviews, faire des interviews. Avant de coder, de développer, de penser que votre solution, c'est la meilleure du monde. Essayez de comprendre le problème. Parce qu'il y a un problème, des fois, un problème qui est le plus important de votre typologie d'utilisateur. Par contre, il y a des milliers de manières de trouver une solution. Et votre solution n'est pas forcément la meilleure. Et d'ailleurs, une solution n'est jamais la meilleure. Il y a toujours mieux comme solution. Par contre, un problème, il est là, il est tangible pour une typologie de personnes. Notamment, tant qu'il n'y a pas de solution apportée qui soit convenable, qui soit satisfaisante pour des problèmes qui sont importants. Donc, premier point, je voulais vraiment vous parler succinctement des différents livrables. Donc, en parlant rapidement sur les parties, un élément de critère de succès, réduire de 80% mes quantités de crises mensuelles tout en réduisant de 20% les coûts de traitement. Ça, c'est un critère d'un frame, d'un livrable qui peut être fait. Permettre une disponibilité constante des médicaments. Tout en assurant ces éléments-là. Donc, voilà. Si, admettons, je dois me mettre dans le secteur des medtech et maladies chroniques, il y a eu des parties et là, bah, moi, c'est vraiment rapidement ce qu'il y a. C'est pas forcément une vraie chose. Et donc, il y a 3 éléments qui sont importants dans la définition du livrable Project Ambition. C'est de définir le critère de succès. Qu'est-ce qui définit que mon produit est un succès pour ma cible? Si, admettons, là, je dis 20% des coûts de traitement, partons du principe qu'il y a 80 000 francs qui est dépensé par mois pour le traitement pour la réduction de 80% de mes crises mensuelles. Donc, ça veut dire réduire de 20% les coûts. Ça permettrait de faire à la personne de gagner quasiment 10 000 francs, 15 000 francs, 10 000 francs par mois. Donc, ces 10 000 francs par mois, c'est un élément, ok, si mon produit arrive à aller vers ça, à avoir ce critère de succès, remplir ce critère de succès, je sais que dès aujourd'hui, ma cible qui dépense 80 000 francs de produits, je vais lui apporter du coup 20%, c'est 80 000 francs. Donc ça, c'est le bénéfice. Et après, le dernier élément qui est important, c'est OK, dans l'ambition du projet, OK, quel est le mois, combien de temps je vais allouer avant d'avoir fini, valider un produit, valider mon produit, valider ma solution. Donc, je vais me dire, OK, pendant un mois, je me donne un mois, pas plus, pas moins, pour avoir un produit final convenable que je peux mettre sur le marché tout de suite. Et donc, ça peut être un mois, 2 mois, 3 mois, 2 semaines. Des fois, quand vous êtes sur des sprints, voilà, ça dépend en fait combien de temps en fait est le prochain sprint ou quelle est la valeur que le critère de succès peut apporter. Donc, je vais vous donner un autre exemple. Dans la quantification du problème, moi, ce qui me paraissait important, c'est bon, déjà, avant, est-ce que des gens ont des questions? Parce que je parle beaucoup et je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu plus intéressant de vous apporter de la valeur que de faire une discussion. Puis après, on va faire une partie. Est-ce que des gens ont des questions? N'hésitez pas, hein. N'importe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. Ok, pas de questions, pas de main levée. Ok, super. Ok, salut David. Ça va, chef? Bon, toi, je t'apprends rien, hein. Ok, pour moi, la quantification du problème. Lorsque vous allez discuter avec vos équipes, votre travail, notre travail à nous, c'est d'apporter de la valeur très rapidement. Donc, d'identifier, si vous êtes dans un gros groupe, vous êtes dans la partie innovation du grand groupe,
Vous allez interviewer, comme je disais, votre objectif à vous, c'est de faire que la boîte soit la plus florissante possible. Et donc, vous avez des fois, vous avez le marketing, vous avez le call center, vous avez la logistique, vous avez tout ce qui est partie reconditionnement, vous avez la technique. Tous ces éléments-là, ils ont tous des intérêts propres. Ils vont tous vous dire, ouais, ma feature, c'est la plus importante, il faut la développer, ouais, elle est trop bien et tout, ça va être trop important, ou même des fois, on va venir vous dire, ah ouais, ça c'est super important, fais, il faut développer ça le plus vite. Et en fait, il n'y a pas de réelle priorisation, on ne priorise pas. En fait, l'idée, c'est vraiment, ok, de vous dire, on va aller dans une quantification précise du problème. Chaque semaine, moi, je vais faire un point très précis, ok, on reçoit 6000 calls d'un call center. Ça, c'est un cas réel. Une entreprise où j'étais au Bénin, d'ailleurs, qui ont cumulé 18 millions par mois. Le coût de 6000 appels call center, parce qu'on avait 35 personnes, on avait une ligne verte gratuite, ça coûtait 18 millions par mois. Et on se rendait compte que lorsqu'on a catégorisé les problèmes, 30% des volumes d'appels étaient liés à un code d'activation qui était transmis au téléphone à un client. 30%. Donc, ce qu'on rend compte, ok, 30% des appels sont liés, qui me coûtent 18 millions, sont liés à une chose. Donc l'ambition du projet, pour moi, c'est de me dire, ok, je vais définir une ambition. Moi, je vais réduire de 20% les appels au call center. Je ne dis pas que je vais les réduire de 30%. Je reste sur un objectif SMART, donc il est spécifique, il est mesurable, il est atteignable, il est réaliste, il est timé dans le temps. On va réduire de 20% les appels au call center. Et on va maintenir un NPS, c'est un Net Promoter Score, supérieur à 80 de toutes les personnes, de tous nos clients. Et on va faire l'ambition du projet en un mois. Je ne m'intéresse pas à savoir de la solution. Je sais que le call center a besoin de réduire ses appels. Parce que pour eux, réduire leurs appels, c'est moins de flux tendus, c'est moins de plein de choses, etc., etc. On va réduire de 20% les appels au call center. Dit d'une autre manière, ce que vous pouvez faire, c'est voilà, donc si on prend ça de manière plus précise, plus segmentée dans la quantification et le bénéfice potentiel, c'est ok, voilà, j'ai fait le point sur la problématique. J'ai fait le point, je me dis ok, mon hypothèse de solution, ce serait permettre la génération d'un code d'activation directement par menu SSD. Donc plutôt que de prendre les appels, c'est un menu SSD qui va faire cet élément-là qui me paraît assez simple à réaliser. La cible, c'est un utilisateur faisant un appel pour avoir un code d'activation de 170 francs à 20 000 francs. Donc, on nous appelait pour avoir des activations. C'est comme quand vous payez la SB2E, sauf que nous, en fait, les clients nous appelaient pour dire « j'ai payé, je veux avoir mon code ». Et nous, on avait dans notre système le client, effectivement, qui avait payé sur Internet avec un menu SSD. Et donc, il faisait des paiements de 170 à 20 000 francs. La proposition de valeur, c'est la possibilité que le client génère son code d'activation hors des périodes CC. Donc, en gros, il y avait aussi des clients qui souhaitaient payer en dehors des périodes CC. Et donc, en fait, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y avait 30% des personnes, du coup, qui ne payaient plus après 21h et 8h30. Logique, parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont obligés d'appeler pour faire leur paiement et jouir de leur code. C'est grave, c'est très grave. Le bénéfice, ce qu'on se dit, c'est OK. Moi, je vous ai dit que le bénéfice à ma cible, et donc ça, c'est le bénéfice, c'est ce qui va être le plus important, c'est OK, c'est de se dire, OK, on a le coût du call center, c'est 18 millions. Voilà, c'est le budget du call center. Et la seule chose qu'ils font, c'est prendre des appels et répondre à des besoins de clientèle. L'hypothèse, c'est que si justement je réduis de 20%, l'hypothèse, c'est de se dire, OK, si je réduis de 20% les appels, en fait, ça fait gagner 3,6 millions par mois. Logique. Nickel. Et bah, du coup, bon, là, en l'occurrence, on était en acteur interne, mais automatiquement, le moment où en fait, on fait cette feature-là, si on arrive vraiment à avoir le bénéfice client et qu'on la développe, c'est-à-dire que tous les mois, la boîte va gagner 3 millions par mois. Le marché potentiel, après, c'est voilà, la quantité de la cible,
la récurrence d'achat et le prix de la solution. Donc ça, c'est vraiment voilà, combien ça coûte, à combien vous pouvez voir, calculer votre marché potentiel. Donc j'ai ma cible, je définis combien il y a de personnes dans ma cible, quelle est la récurrence d'achat de ma cible pour le produit que j'ai, et quel est le prix de la solution. Donc, le prix de la solution, en l'occurrence, là, ça va être le salaire des développeurs. Là, ça peut être une partie en interne, ça peut être le salaire des développeurs, etc. Et donc, c'est un bon moyen de justifier aussi, voilà, justifier son salaire, justifier les bénéfices que vous pouvez apporter, justifier aussi, voilà, pourquoi vous voulez mettre ça à ce prix-là. Après, c'est pas forcément, les clients ne le comprennent pas forcément tout le temps, mais c'est un bon moyen de dire, OK, bah, vous voyez, moi, je vous rapporte 3,6 millions, la feature que je vous fais, franchement, moi, je vous demande juste 1 million pour la développer. Et tous les mois, vous allez gagner 3,6 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en 30 jours, en 10 jours, on va rentabiliser votre solution. Vous voyez, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut vraiment mettre en avant. C'est ces deux parties-là. Donc, comme je vous dis, le bénéfice client, vous assurez que vous allez vraiment apporter de la valeur. Vous pouvez même des fois dire, voilà, peut-être combien on réduit, je peux prendre un point sur vraiment, est-ce qu'on a réussi à avoir le bénéfice? Et après, le marché impacté. Dit autrement, comment ça se structure? C'est voilà, les facteurs, les valeurs clés, les problèmes actuels, l'état du marché, les opportunités, donc qui sont à définir, les cibles, donc identifier un groupement de cibles, des typologies d'utilisateurs. Donc en fait, vous pouvez faire ça pour toutes les features à chaque fois. Ça peut prendre du temps des fois, mais au moins on peut se dire, au moins si vous arrivez à faire un frame pour chacune des features, c'est intéressant. La proposition de valeur, le bénéfice principal apporté par la solution et les critères de réussite quantifiables. Le bénéfice, c'est l'augmentation des revenus, réduction des coûts, calcul du bénéfice net pour le client, prix de la solution pour le client, souvent basé sur le pourcentage du bénéfice généré. Donc là, ça va permettre vraiment de vous dire, OK, je sais que le prix est bon. Je sais que le prix est bon. Et souvent, en fait, le grand challenge, c'est vraiment de faire comprendre à ta cible le bénéfice que tu apportes. Lorsque tu arrives à lui faire comprendre qu'il a un problème, bon, des fois, c'est un peu difficile quand il n'a pas conscience qu'il a un problème. Mais quand il y a certains acteurs qui ont conscience qu'ils ont un problème et qu'ils ne se disent pas qu'ils n'avaient pas pensé à une solution avant, ils ne se disent pas que c'était possible de le résoudre, et que vous venez avec ça, vous arrivez vraiment comme des messies. Hein. C'est vraiment, on vous dit, ah, waouh, c'est génial. Et donc après, la première étape, donc ça c'est le premier livrable, donc qui est vraiment le premier livrable avec ces 3 éléments-là. Critères de succès, dommage control, timebox. Donc dans les critères de succès, ça va être le bénéfice, c'est principalement lié au bénéfice client que vous apportez. Quel est le bénéfice client que vous apportez? Donc, critères de succès, bénéfice client. OK? Maintenant, après, lorsque vous avez fait, donc après ça, du coup, on essaie d'avoir un élément de validation, RACI, pour l'étape d'avant. Et on passe à l'étape d'après, qui est le first use case. Ici, dans un first use case, c'est vraiment un moyen vraiment de dire, OK, on a compris l'ambition du projet. On a compris l'ambition du projet. Et ce qui est important, c'est quelle est la problématique la plus importante à résoudre pour votre cible en tant qu'utilisateur. Et donc, en gros, ça se définit dans cette structure-là. En tant qu'utilisateur, lorsque je fais cette action-là, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Il faut énoncer la priorité, quelle est l'attente principale de l'utilisateur à ce moment-là qui déclenche une action. Par exemple, ça peut être un paiement, il lance un processus, ou justement, il arrive à votre landing page, il a identifié le problème. Quelle est l'action? Lorsque j'arrive sur la landing page et que j'ai compris qu'on allait résoudre mon problème, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Quelle est la finalité concrète que l'utilisateur voudrait? Qu'est-ce qu'il veut le plus? Après, lorsque vous avez défini ce qui compte le plus pour lui, vous allez faire, OK, mais il s'avère. Et vous allez souligner son problème. On va souligner, ça va me permettre de nous concentrer dans la création du produit sur, OK, le problème de notre cible, c'est ça. Il veut faire ça parce que son problème, c'est ça. Et après, ce qui est très important, c'est de définir ses alternatives. Je dois donc. Dans le je dois donc, c'est en fait, comme en fait, il est, en tant que cette personne-là, lorsqu'il veut faire cette action, ce qui compte le plus pour lui,
c'est de faire ça, mais il a un problème. Et le jeu doit donc, c'est quelle est son alternative, parce qu'en fait, ça, il n'arrive pas à résoudre ce qui compte le plus pour lui. Mais donc, il met en place des alternatives. Et cette alternative-là va montrer des conséquences. Elle n'est pas optimale pour lui. Mais il peut pas faire autrement. Il est obligé de résoudre ce problème-là. Et il y a des conséquences qu'il utilise un processus, un framework de travail qui n'est pas convenable pour lui. Et ça a des conséquences. Ou du coup, l'action supplémentaire que l'utilisateur doit entreprendre à cause du problème. Voilà, il doit faire une chose en plus et ça va lui poser problème. Notamment quand on a tous quand l'IA est arrivée, il y a énormément, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de produits qui sont arrivés suite à l'IA, parce qu'en fait, il y a eu énormément de problématiques qui étaient déceptives, qui vraiment causaient des soucis d'ordre mental pour certaines personnes, d'ordre répétitif, c'était chiant à faire. Donc, en fait, ils mettaient en place beaucoup de choses à faire. Donc là, c'est vraiment là où en fait, beaucoup de solutions sur l'IA sont sorties et on comprend tous les sorts que ça a suite à ça, d'une manière concrète. Et donc, pour vous donner un cas concret, je vous ai parlé d'un client Coto. Donc, en tant que client Coto, lors de ma location en option d'achat chaque 3 jours, je paye, lui, ce qu'il veut, l'action se fait au moment où il veut activer un système photovoltaïque. Ce qui compte le plus pour lui, c'est d'avoir une activation de son système énergétique. Mais le problème qu'il a, c'est qu'il ne reçoit pas systématiquement et directement un code d'activation qui va activer la distribution et les alimentations électriques. Il doit donc faire une activation entre 8h et 20h, comme je vous le dis, lors de l'ouverture du call center et appeler pour ne pas dormir dans le droit, malgré le fait qu'il est déjà payé. Ça s'identifie à partir d'interviews. On revient toujours au même stade. Il faut faire des interviews. Ça, c'est produit à partir d'une interview. Et c'est produit à partir de plusieurs interviews. C'est produit aussi, on peut le produire à partir des feedbacks du call center ou des feedbacks de votre système de discussion sur votre solution. Notamment tous les trucs comme Spendesk, Spendesk, ouais, je crois, Spendesk. Et donc, ensuite après, donc là, on a fini le deuxième livrable de la partie observe. Ensuite après, la partie claim, là, c'est vraiment de se dire, OK, vous avez défini le problème, vous avez bien compris le problème, vous avez défini l'ambition. Maintenant, on va recadrer l'équipe pour dire, OK, on va valider cette partie-là, on va dire, OK, quel est le pitch de la solution? Si je devais le pitcher en un truc. Fini les solutions, les nuits sans électricité après paiement. Avec Goto, ton système s'active instantanément, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans appel au code setter, tu payes, tu reçois, tu comptes, tu as la lumière simple, rapide, fiable. On change drastiquement le parti. Il y a aussi pour les utilisateurs internes, c'est aussi si vous avez des utilisateurs en interne dans l'entreprise, bonne nouvelle, nos agents compto, grâce à l'activation automatique, finissent les appels répétitifs après paiement. Moins de stress, plus de temps pour aider là où ça compte vraiment. Et donc, en fait, cette partie-là, on se rend compte qu'en fait, ça a une importance notable pour structurer le produit. Toujours, c'est produit à partir des interviews. Il faut essayer de comprendre c'est quoi ce qu'ils voudraient. Ce serait quoi le pitch que eux ils voudraient face à ce produit-là. Et toujours essayer d'aller de connaître sa cible. À travers ça, du coup, on va passer à un autre livrable après. Les parties, les 5 touchpoints. L'idée, c'est vraiment, on identifie des moments clés de l'utilisateur et on essaie de ne pas en définir 1000. On essaie d'en définir 5, voire moins. On se rend compte souvent qu'en fait, notre solution, faites less is more. Moins vous faites, mieux vous portez. Moins ça coûte de développement, plus le flow est simple. On ne veut pas aller par 4 chemins, je ne veux pas aller faire ci, je ne veux pas aller faire ça, je ne veux pas aller faire ci, je veux faire ça. Allez droit au but. Cherchez à résoudre le problème de votre cible. Cherchez pas à faire des écrans et posez-vous toujours la question comment je peux faire plus simple. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et demandez-vous avec cette équipe. Donc aussi, c'est de valider les étapes avec les équipes. Donc aussi, encore, on fait des interviews. Ensuite, après, je vous ai dit la partie style. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, on va définir quelles sont les grosses
les features qui sont chez d'autres utilisateurs qui sont vraiment très intéressants. Là, je suis parti maintenant sur le secteur de la fintech, sur un autre produit. Et donc, on va avoir, du coup, moi, je vais prendre SoWeFound, Soneb, SoWeFound, Delta App, eToro. Et ça va me permettre de produire ma solution. Et donc, toujours, je vais essayer de faire des interviews pour voir quelles sont les solutions existantes sur le marché que ma typologie d'utilisateur utilise. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir avancer. Et ça va me permettre de produire ce que j'appelle, ce qu'on appelle une API Path, qui est aussi un livrable de la partie. Un livrable, là, on est passé de style à execute, qui est un livrable, et donc de définir, OK, une version fonctionnelle. Donc là, l'idée pour moi, c'était vraiment de travailler sur, OK, je suis un porteur de projet. Ce qui compte le plus pour moi, c'est de trouver des. Lorsque je monte un projet, ce qui compte le plus pour moi, c'est de trouver des financements pour un projet. Mais il s'avère que personne ne fait confiance dès le départ. Et je dois donc commencer sans financement ou justement trouver des banques qui vont me financer à hauteur de 8% dans les moments difficiles, sachant que je n'ai pas encore de trésorerie sur le départ. Donc là, on a défini CROD, qui est un execute, donc un livrable fonctionnel. Donc ça, c'est le projet d'un étudiant à Epitech, parce que un étudiant à Epitech, et je voulais bosser avec lui pour justement aller jusqu'au bout pour voir. Et donc, en gros, investir dans l'impact de l'avenir de l'Afrique. Vous avez une étape où on voit tous les projets, les détails des projets. Lorsque j'ai vu le détail d'un projet, je veux payer pour entrer, être actionnaire de ce projet-là, un module de paiement, et après, j'ai mon compte rendu, mon tableau de bord de mes paiements et de mes potentielles ventes que je vais pouvoir faire sur les actions que j'ai achetées. 5 étapes, pas plus, pas moins. Et on va à l'essentiel. On a financé un produit et on a permis à un investisseur d'investir dans un produit à impact. Interview, encore. Si vous ne faites pas assez d'interviews, faites des interviews. Si vous n'avez pas assez d'interviews, ça veut dire que vous allez trouver des clients. Donc là, c'est encore mieux que des interviews. Ensuite, après la dernière partie, la partie decide, lorsque vous avez fait le prototype fonctionnel, il faut que vous mesurez des hypothèses avant de mettre en. Donc, quand vous faites vos tests utilisateurs, savoir où les gens cliquent, qu'est-ce qu'ils font. Souvent, des fois, on navigue à l'aveugle, on se dit pourquoi personne n'utilise ma feature? Elle était pourtant trop bien, elle a été géniale. Bah, vous vous rendez compte peut-être qu'en fait, les gens ne cliquent pas parce qu'en fait, c'est pas clair. Le flow n'est pas clair. Votre feature, elle était mal amenée. Le flow complet n'était pas bon. Les gens cliquent là, soit que c'est pas, ou soit c'est pas très, l'expérience utilisateur est pas convenable, l'UI n'est pas très affordante, donc elle n'est pas claire à utiliser. Et donc là, on arrive sur une partie où justement, si vous n'avez pas mis en place de moyens pour quantifier, voilà, est-ce que les missions que la personne souhaite réaliser, donc avoir mesuré les hypothèses, là, vous allez avoir un problème. Et donc, je vous ai fait toutes les étapes, voilà. Pour moi, ce qui me permet d'orchestrer un produit, donc je l'ai fait à plusieurs reprises dans différentes entreprises. Je trouve ça hyper fonctionnel. Ça marche pour tout. Ça marche pour des créations de produits, ça marche pour des ajouts de nouvelles features. Ça permet vraiment de cadrer une équipe en disant, OK, on doit livrer ça. Même si vous pouvez dire au bout d'un moment, même vos équipes, elles disent, OK, moi, je te donne le frame. Elles travaillent en autonomie et disent, ah, voilà le frame que je veux atteindre. Après, c'est à vous de voir est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est vraiment smart, donc est-ce que c'est spécifique, mesurable, atteignable et réaliste et timé dans le temps. Le frame, il doit être smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timé dans le temps. Je mets vraiment l'accent sur le réaliste et spécifique. Ça doit être réaliste. Et donc, lorsqu'on a validé ça, on sait, OK, voilà, ils peuvent, même les équipes peuvent vous produire tout de suite ces parties-là. Et des fois, vous pouvez, vous être acteur, OK, pour dire, OK, moi, je valide. Voilà, vous prenez le frame, l'observe et le claim, et vous reprenez à partir du unfold, où c'est vous qui faites le parcours. C'est vous qui faites le style, l'exécute et le design. Qu'est-ce qu'ils en attendent? Donc, vous pouvez déjà, des fois, si vous voulez cadrer un client, essayer de le cadrer sur ces trois parties-là. C'est quoi le problème qu'elle veut résoudre?
c'est quoi l'ambition du projet qu'elle veut voir, et c'est quoi le pitch qu'elle veut. Donc, ça va permettre de valider un brief. À partir de la validation de ce brief-là, ça permet, vous, d'avancer. Donc, c'est des livrables à avoir très rapidement. Après, ça vous permet de vous découper, ça, je vous apprends rien. Moi, ce que je fais, c'est que vraiment, je définis le titre, une fonctionnalité rapide. Je crée ça en user story, parce qu'en fait, j'ai fini la delivery, donc toutes les parties. J'ai validé le decide. Je crée une user story. Je mets en tant qu'utilisateur, je veux, afin de. Donc, je crée une user story. Ça permet de rappeler pourquoi et non le comment, pourquoi on veut cette feature. Et c'est assez simple. On définit le parcours idéal de l'utilisateur sans erreur ni excès, les critères d'acceptation mesurables. Voilà, qu'est-ce qui définit que c'est fini, c'est fonctionnel, et toutes les informations d'un livrable focus intégré qui permettent de faire. Et donc, on en arrive à la fin. J'ai un peu débordé sur plein de trucs. Et donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'arrive à la fin. Donc, moi, ça me paraît être la partie la plus importante. Voilà. Donc, merci, Madame Jospin, merci de m'avoir écouté. Et Merci. voilà. Merci à vous. Ok, donc on est à la fin de la présentation de Monsieur Yannick. Il y a une question dans le chat. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris et tout. C'est vrai que je connaissais certaines notions, mais franchement, vous êtes allé dans les détails et tout. Donc, merci encore pour le partage de vos savoirs. Donc, il y a une question dans le chat. Je vais laisser Monsieur Nobel poser sa question pour que ce soit plus précis et qu'il ait une réponse précise. Ouais, du coup, les étapes sont-ils applicables peu importe le projet? Les étapes sont applicables peu importe le projet. Je vais vous donner un exemple. C'est une méthodologie de travail qui est utilisée pour Decathlon. Une méthodologie de travail qui est utilisable pour créer des sacs. Des sacs. C'est une méthodologie de travail qui travaille, enfin, vraiment tout le monde. En fait, toute entreprise a des objectifs. En fait, tout ça, c'est orienté objectif. Je vous ai partagé les présentations dans le chat. Mais oui, c'est applicable, peu importe le projet. Peu importe le projet. Même moi, je pourrais dire, je pourrais l'appliquer à chaque fois que je veux sortir une nouvelle feature, un nouveau produit de mon catalogue. Parce que je veux créer un nouveau produit de mon catalogue. Ben, lorsque je vais je veux le créer, le concevoir dans mon catalogue, je peux le faire. Et voilà, Monsieur Agossa, je ne sais pas si vous avez un point sur ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est important. Bon, je demandais cela parce que déjà, merci beaucoup pour la présentation. C'était super intéressant. Donc, je demandais cela parce que au cours de la présentation, vous avez plus abordé l'aspect informatique, bon, feature et tout. Donc, c'était pour savoir si c'était applicable à des projets. Quand je dis un truc, si je veux cultiver du maïs dans mon champ, est-ce que c'est applicable en fait? Bah, je vais vous donner en fait, à la base, même le frame, l'explication du frame. Attendez, je vais revenir sur la première explication du frame que j'avais. À la base, même voilà, je pensais que ça allait être. Je prends l'exemple d'un agriculteur. Je prends l'exemple d'un agriculteur. Et je vais vous le donner là maintenant. C'est drôle que vous me le dites. Je vais essayer de trouver la slide. Je vais vous la trouver. Et effectivement, oui, ça marche pour un agriculteur aussi. Parce qu'en fait, l'ambition du projet, ça reste la même. Je vais trouver ça. Parce que j'ai pris l'exemple de l'agriculteur ici. Les premiers, les Master 1 d'Epitech, je leur ai fait l'exemple. Le premier exemple que je leur ai fait, c'est l'exemple d'un agriculteur sur la partie frame. Après, j'ai pas été plus loin pour ça, mais c'est justement pour évoquer la même question que vous avez fait. Même David, peut valider ça. Ça marche pour tout. Voilà. En fait, là, l'idée, c'était la cible, c'est un agriculteur. La proportion de valeur, c'était, je crois que c'était augmenter ses récoltes. Le bénéfice, c'était une augmentation pourcentage de ses récoltes. Le prix de la solution, c'était
C'était justement un pourcentage du bénéfice. Et après, le marché potentiel, c'était la même partie, en fait. Super, merci beaucoup. Voilà. Si vous avez d'autres questions, d'autres points, j'espère que ça. Voilà. N'hésitez pas. Ça marche aussi pour des aspects très techniques. Ouais, David, ouais. Oui, merci Yannick pour ta présentation. Ce que je voulais ajouter, c'est que le plus gros travail, c'est de vraiment, après avoir identifié le problème, c'est de, c'est de pouvoir quantifier en fait le bénéfice, pouvoir trouver la valeur en fait qu'on apporte ou en fait ce qu'on réduit comme temps de travail ou parce qu'on apporte comme valeur en fait aux clients. Et parfois, c'est pas très évident. Ou il faudra faire pas mal d'interviews pour pouvoir identifier vraiment dans le contexte en fait de l'entreprise, du client, ce qu'on apporte comme valeur et comment le quantifier en argent. En fait, Bah, c'est tu vois, ça. ouais, bah, mais tu vois, admettons, toi, pour ton produit que tu as eu Miway. Ouais, j'exprime mal, c'est Miway, comment? Ouais. Bah, en fait, c'est vrai que c'est pas facile à quantifier de ton côté. Mais ce que tu peux faire des hypothèses en disant, OK, si vous arrivez à toucher 10 personnes par une formation en ligne grâce à mon produit, bah, et que en fait, ces 10 personnes, bah, lui va dire, OK, ben, ces 10 personnes, il fait une formation à 200 000, bah, ça lui fait 2 millions. Et, euh, et en fait, ça c'est aussi un moyen de définir le bénéfice que tu apportes. Tu vois, mettons, tu pourrais attaquer toutes les écoles qui cherchent à faire des formations en ligne et qui, justement, ont une capacité de faire levier, donc de toucher des personnes à l'étranger pour faire leur formation. Notamment, s'il y a des personnes qui souhaitent faire des formations à l'étranger, ça peut être très intéressant. Euh, Mais je trouve que c'est pas facile de faire la quantification du problème. Après, c'est toujours faisable, hein. C'est toujours faisable. Si bah, quelqu'un d'autre a un produit en tête. Ouais, vas-y David. Non, non, c'est bon, c'est bon. Quelqu'un d'autre a un produit en tête, peut-être c'est intéressant toujours de parler des produits en fait, des personnes. Oui, allez-y, monsieur Oui, Cousin. je reviens encore. En fait, quand vous parlez de produits, par exemple, pour nous qui sommes souvent dans la tech et qui voulons proposer des services, je sais pas, du développement et tout, est-ce qu'on peut considérer notre proposition de service de développement comme un produit, même sans savoir déjà avec qui on veut communiquer? Mais bien sûr, bien sûr. Si admettons, je vais te donner un exemple tout bête. Moi j'ai des gens dans ma je vais te donner, vous savez quoi, je vais vous parler de personnes euh, qui ont je vais vous montrer je vais vous montrer des gens de ma promo d'avant, qui d'ailleurs font un cash monstrueux en ce moment. Mais en fait, ils ont une orientation produit qui est assez intéressante. Euh, on va aller la voir. Voilà. Eux, leur orientation produit, c'est très simple. C'est First App. On fait exploser les apps qu'on construit. Donc, OK. Donc, eux, au début, si tu regardes bien, au début, c'était pas du tout ça. Et donc, ils se sont dit, on fait exploser les apps qu'on construit. De la conception au lancement, des milliers d'utilisateurs et du chiffre dès la première semaine. Tu vois, eux, ils sont pas là de dire, OK, on fait des prestations de services et tout machin. Ils ont une proposition de valeur concrète. Ils disent, OK, nous, on fait exploser ce qu'on construit. Euh, et en gros, ce qui permet très rapidement, c'est de se dire, tu vois, leurs pricing sont assez clairs. C'est un produit, en fait, au final. Et de se dire, OK, voilà, vous faites X écrans. Et en fait, on vous fait ça très rapidement. Pourquoi nous choisir? Ils font une comparaison. Ils essaient vraiment de se pricer et de se dire, OK, venez nous voir. Et avant, en fait, leur proposition de valeur, c'était
c'était un peu plus. Là, ils sont directement sur un one page. Mais si en fait tu vas voir avant leur proposition de valeur, c'était concentrez-vous sur trouver des clients, nous on fait votre application. Et donc en fait, dès le début, en fait, ils disaient OK, ils se mettaient d'accord pour avoir le positionnement de la startup, savoir quelle est la valeur qu'ils pouvaient apporter grâce à la solution. Et en fait, tout de suite, le gars, il se fait pas chier à faire le produit. Il se dit, OK, je vais chercher mes clients. Et en fait, ce qu'ils avaient mis au début, ils avaient mis un calculateur de rentabilité. Donc, combien il me faut de clients dans mon SaaS pour rentabiliser en moins de 3 mois comment ça s'appelle les 15 000 euros, les 16 000 euros, les 35 000 euros que je vais te faire. Et donc, en gros, ils se sont dit, OK, on va vous faire des solutions très précises. Voilà, donc on fait, soit ça va être des features avec des notifications push intégrées, si vous n'avez pas de notifications push, qui sont faites par IA. Donc en fait, pour eux, c'est ça leur gros mojo, quoi. Donc, on peut toujours, tout est une question de positionnement. Vous pouvez vous positionner en étant expert d'un sujet. Et c'est tout le sujet de ce que je disais un peu avant. C'était vraiment sur le départ. Eux, ils se disent pas, OK, on veut faire tout. Si, admettons, ils avaient plusieurs acteurs. Partons du principe. Eux, ils se disent, OK, moi, je veux me focus sur les applications et je veux construire la V0 des applications. Je veux pas ajouter des nouvelles features, je veux faire la première version tout de suite. Tu commences ton business, tu as une idée, tu nous donnes l'argent, toi, tu t'occupes à chercher les clients. Ils vont pas se concentrer sur des parties. J'ai d'autres gens qui étaient aussi dans ma promo. Je vais vous donner un peu leur point, je pense. J'ai vraiment une promo de crack. Je vous dis, surtout à Dubaï ou je sais plus où. Je sais pas, je vais prendre un exemple. Si je le savais, je crois qu'il m'appellerait. Eux, là, on construit les sites web faux de tes entreprises préférées. Là, ils ont Finari, Lemlist, tout ça. Ils ont un compte Planning 180 et eux, ils sont spécialisés sur un seul truc, c'est-à-dire on fait du business avec le site Webflow. On fait des Webflow. Voilà, sur mesure. Et donc après, ils ont pareil, si tu vas regarder leur truc, c'est-à-dire pour scaler, ils vont avoir un système de pricing précis. Et en fait, ils font du produit. C'est du produit, en fait. Ça va pas plus loin que du produit. Et ça te permet, toi, de très rapidement comprendre, de dire, OK, d'accord, je sais où ça va. Tout, moi, je vous conseillerais un peu de peut-être faire du produit. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Gossa. Oui, c'est parfait. N'hésitez pas à prendre un positionnement. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vous démarquer aussi de toutes les personnes. Si, admettons, vous êtes expert de ça et que vous allez dire, OK, moi, je suis un développeur expert du RH, en fait, c'est plus facile. Vous allez drastiquement vous différencier au niveau des RH. Et moi, j'avais dit même à quelqu'un, je lui dis, OK, tu fais 3 pages, LinkedIn, une pour les RH, une pour les comptables et une généraliste. Et en fait, tu fais 3 comptes différents et tu fais un site différent pour chacun. Et vous allez voir, vos taux de conversion, ils vont être hyper importants. Pourquoi je choisirais vous ou un professionnel développeur expert du sujet sur lequel moi je me positionne, enfin, dans mon secteur d'activité? Super intéressant. Je préfère le mec spécialisé dans mon secteur d'activité, ou la fille d'ailleurs. Donc voilà. Je pense que ouais. Des questions, Josepine? Pas vraiment, je me suis amusée. Ouais, j'ai pris beaucoup de notes. J'ai vraiment aimé. Merci beaucoup. Je ne sais pas si d'autres personnes ont encore des questions.
C'était assez clair en fait. Et avec les exemples pratiques que vous avez donnés, on s'est bien retrouvé dedans. Ok. Super. Alors, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Peut-être qu'on prendra des questions après. Peut-être que là, tout de suite, ils ont besoin de digérer et tout. Et que les questions viendront. On fera en sorte de vous les transmettre, Monsieur Yannick. Toute l'équipe de Python Bénin vous remercie encore pour votre disponibilité et le partage de connaissances et d'expériences. Merci beaucoup à vous. Merci à nos participants d'être restés jusqu'à la fin. On espère tous que vous avez aimé, que vous avez apprécié. Voilà. Merci. Ouais, ça, c'est une masterclass. Merci à vous, ouais, super. Merci pour l'invitation. Et puis créer plein de produits, créer plein de choses. Il y a tellement de choses à faire. Surtout au Bénin. Enfin, Bénin, en Afrique de l'Ouest, enfin, franchement, il y a un boulevard de solutions à déployer. Il faut juste rester